Gérer son budget, ouais, ça peut vite faire peur, on est d'accord. Ah oui, clairement. On a les factures, les envies, et puis cette petite voix qui dit « faut épargner ». On ne sait plus trop où donner de la tête. C'est ça, on se sent un peu submergé. Mais bon, imaginez qu'il y ait une sorte de boussole simple, une méthode reconnue pour y voir plus clair. Une approche structurée, oui. Ok, alors explorons ça. Aujourd'hui, on se penche sur la règle du 50-30-20. Voyons ça comme un cadre pour essayer de retrouver un certain équilibre financier. Bonne idée. Alors, cette règle 50-30-20, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est une manière assez directe de répartir son revenu net. Le revenu net, donc, après impôts et prélèvements. Exactement, l'argent qui reste vraiment. On le divise en 3 grosses parts. Et pour cette discussion, on s'appuie sur un document de formation de LRDCIP. Gérer son budget 50-30-20, c'est ça? C'est ça. Il est fait pour expliquer la méthode. Notre idée, là, c'est de décortiquer cette règle ensemble, comprendre comment ça marche, et puis voir comment on pourrait l'appliquer. C'est très pertinent, parce que, franchement, avec toutes les sollicitations, les dépenses possibles, avoir une structure simple, ça aide énormément. Ah oui, Le document LRDCIP le dit bien, souvent, la clarté, c'est la première étape. Et cette méthode, 50-30-20, elle offre ce cadre de départ. pour ceux qui veulent reprendre le contrôle sans se noyer direct, quoi. Exactement. Passer de l'anxiété à un peu plus de sérénité face à ses finances. Absolument. Alors, allons-y. Le cœur du système. Le principe de base, comme le décrit la source, c'est de prendre 100% de son revenu net mensuel et, hop, on le divise. En 3. Voilà. La première part, la plus grosse, 50% pour les besoins essentiels. Les besoins. Hmm. Le document est clair là-dessus. Hmm. C'est les dépenses, indispensables pour vivre, quoi. Donc le logement? Oui, loyer ou prêt IMO, la nourriture de base, les charges comme l'électricité, l'eau, le chauffage, Le transport pour aller bosser? c'est ça. Les assurances obligatoires, voiture, habitation. Les frais de santé non remboursés aussi. En gros, les fondations. Ce sans quoi ça devient vraiment compliqué au quotidien. Voilà. La source dit bien que c'est non négociable, prioritaire. Et c'est souvent là que ça coince un peu, cette catégorie besoin. Parce que la frontière avec les désirs, elle n'est pas toujours si nette. Ah oui, bonne remarque. Le document suggère d'être assez honnête avec soi-même. La question clé, est-ce que je peux vraiment vivre sans? D'accord. Si la réponse est non, c'est un besoin. L'exemple de l'abonnement Internet, ok. S'il est vital pour le télétravail, ça peut être un besoin. Logique. Mais si c'est le même abonnement avec l'option ciné à 30 € de plus, cette partie-là, elle bascule peut-être ailleurs. Faut être rigoureux là-dessus pour que ça tienne la route. Il faut sécuriser la base, d'abord. C'est l'idée. Sécuriser le socle vital. Très clair. Bon, une fois qu'on a ces 50%, on passe à la deuxième catégorie, 30% du revenu net pour les désirs ou les envies. La partie plaisir. C'est ça. Ce qui rend la vie plus sympa. Le document y met les sorties, restos, ciné, concerts, les loisirs, le sport, les hobbies, Les voyages. les voyages, ouais. Les abonnements non essentiels. Le streaming. La salle de sport si c'est pas une nécessité médicale, on va dire. Mhm. Le shopping plaisir aussi. Exactement. Tout ce qui améliore la qualité de vie, qui fait du bien au moral, mais dont on pourrait techniquement se passer si besoin. Au moins temporairement. Oui. La source dit bien que c'est pas superflu, c'est important pour l'équilibre. Mais c'est là qu'il y a de la flexibilité. Et c'est là qu'il y a des choix à faire. Le document le souligne, ces 30%, c'est pas un chèque en blanc. C'est une enveloppe définie pour des dépenses conscientes. D'accord, un cadre pour le plaisir aussi. Oui, et savoir qu'on a ce budget, ça peut même aider à limiter les achats impulsifs. On sait qu'une part est prévue pour ça. Pas bête. La difficulté, bien sûr, c'est de ne pas laisser ces 30% grignoter le reste. Surtout la partie épargne. C'est un équilibre, quoi. Profiter maintenant, mais sans tout cramer. Exactement. Et ça nous amène pile à la troisième catégorie. Les 20% du revenu net pour l'épargne et le remboursement des dettes. Le pilier, pour l'avenir. C'est ça. Le document LRDCI met 2 choses ensemble ici. D'un côté, l'épargne. Le fonds d'urgence, on y reviendra. L'épargne pour des projets, retraite, apport IMO, études et même les débuts en investissement. Et de l'autre côté, L'autre aspect, c'est le remboursement actif des dettes qui coûtent cher. crédit conso, découvert. Oui, crédit renouvelable, découverts qui traînent, certains prêts étudiants ou perso avec des taux élevés. La source voit ça comme un investissement sur soi, sur son futur. C'est moins fun immédiatement que les désirs, c'est sûr. C'est clair. Mais c'est là qu'on construit sa sécurité, sa liberté future.
C'est un peu le moteur discret du bien-être financier à long terme. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la présentation de cette catégorie des 20%, c'est vraiment de mettre sur le même plan l'épargne et le remboursement des dettes. Oui, pourquoi à ton avis? Parce que rembourser une dette à 10%, par exemple, c'est comme si on obtenait un rendement garanti de 10% sans risque. Ah oui, vu comme ça. C'est souvent bien plus intéressant financièrement et psychologiquement aussi que de laisser cet argent sur un livret A à 3% tout en payant les 10% d'intérêt à côté. Donc la méthode pousse à voir le désendettement comme une priorité, une forme d'épargne. Exactement. C'est une forme d'investissement pour l'avenir. La simplicité du 50-30-20, en fait, elle cache des choix stratégiques assez importants. Ça force à allouer son argent de manière consciente, proactive. On n'est plus juste en train de regarder ce qui reste à la fin du mois, si jamais il reste quelque chose. C'est une super perspective. Bon, maintenant qu'on a bien compris la répartition, quels sont les gros avantages de cette méthode d'après la source LRDCIP? Le document met 3 en avant. Le premier, c'est la simplicité. Oui, ça revient souvent. Pas besoin de se perdre dans 50 petites cases. 3 grands blocs. Besoin, désir, épargne, dette. C'est facile à piger, à retenir, et surtout ça fait moins peur à mettre en place. Moins décourageant. Voilà. La source suggère que ça évite la paralysie par l'analyse. Quand c'est trop compliqué, on ne fait rien. Là, c'est simple, donc on a plus de chances de s'y mettre et de tenir bon. C'est vrai que l'idée de noter chaque café, ça peut fatiguer. 3 catégories, ça semble jouable. Tout à fait. Deuxième avantage, la flexibilité. Ah, c'est pas rigide alors? Non, le 50-30-20, c'est un guide, une référence, pas une loi gravée dans le marbre. La source insiste, il faut l'adapter. À sa situation perso? Oui, aux revenus, aux priorités, à l'étape de vie. Si on vit dans une ville où le loyer prend 45%, il faudra peut-être ajuster, moins de désir ou chercher à gagner plus. D'accord. Et inversement, quelqu'un qui a fini ses crédits, qui n'a plus d'enfants à charge, pourrait décider de passer à 30% ou plus en épargne-investissement. En réusant ailleurs. Oui, si on y réfléchit, cette capacité d'adaptation, elle est essentielle. Un budget, ça vit, ça bouge avec nous. La méthode donne une structure pour penser ces ajustements. Ça redonne du contrôle, on peut personnaliser. Si mes besoins sont à 45%, je décide où vont les 5% qui restent, un peu plus de loisirs ce mois-ci ou un boost pour l'épargne projet X. C'est actif. C'est exactement ça. Et le troisième avantage souligné, c'est l'équilibre. Équilibre entre quoi et quoi? Genre se priver de tout maintenant. Oui, ou l'inverse, flamber sans penser au lendemain, ce qui crée des problèmes plus tard. Le 50-30-20 s'est présenté comme une voie du milieu. Pour une certaine sérénité financière en somme. Voilà. Profiter maintenant, tout en construisant l'avenir, c'est ça, le cœur de la philosophie de la méthode. C'est clair. Moins de stress au jour le jour et la satisfaction de préparer la suite. Bon, ok, passons à la pratique. Comment on fait concrètement pour mettre en place ce 50-30-20 selon document? Alors, la source détaille ça en plusieurs étapes logiques. La première, j'imagine, c'est de savoir combien on gagne. Exactement. Étape 1, calculer son revenu net mensuel avec précision. L'argent qui tombe sur le compte après impôts et cotisations. C'est ça, faut être rigoureux. Pour les revenus variables, la source dit de prendre une moyenne basse, prudente ou le minimum garanti. Sans ce chiffre fiable, tout le reste est faussé. Ok, on a notre chiffre de base. Et après? Étape 2, et c'est souvent là que ça devient intéressant, identifier et classer toutes ses dépenses. Toutes? Même le petit café? Idéalement oui, au début, pour avoir une image fidèle. Le document insiste, les dépenses fixes, prélèvements, virements, mais aussi les variables, cartes, espèces. Et ensuite, on les met dans les cases. Besoins, désirs, épargne, dette. Voilà, en étant honnête et cohérent. C'est un peu un état des lieux de ses habitudes. Ça demande un effort au début, j'imagine. Oui, mais c'est crucial. Et c'est là que les outils de budget peuvent aider, comme le mentionne la source. Les applis bancaires ou de budget. La main. La techno aide à y voir clair plus facilement. Bonne astuce. Bon, on a fait l'inventaire, on a classé. Étape 3. Analyser la situation actuelle. C'est-à-dire? Calculer les pourcentages réels. Combien je dépense vraiment en besoins, en désir, en épargne. Et comparer ça aux cibles 50-30-20. Le moment de vérité? C'est ça. Est-ce que mes désirs sont en fait à 45%, mon épargne à 5%? C'est le diagnostic. Juste un constat, sans jugement, mais pour savoir où on en est. Et ça nous dit où il faut agir. Exactement. Ce qui mène à l'étape 4, ajuster le budget. Si on est loin des cibles, il faut corriger. Voilà. La source d'un des pistes, si les désirs débordent, moins de sorties, résilier des abos inutiles, loisirs moins chers. Et si ce sont les besoins qui sont trop hauts? C'est souvent le cas avec le logement, oui.
Là, on peut essayer d'optimiser. Comparer les assurances, les fournisseurs d'énergie, les forfaits. Ou alors, il faut accepter de réduire encore plus les désirs pour compenser. Il n'y a pas de recette miracle, il faut trouver ce qui est réaliste pour soi. Et tenable sur la durée. Tout à fait. Et un point essentiel que la source met en lumière ici, c'est la priorisation dans les 20%. Ah oui, tu parlais du fonds d'urgence. Exactement. Avant de penser retraite ou investissement lointain, la priorité absolue, c'est de constituer ce fonds d'urgence. L'épargne de précaution. Oui, 3 à 6 mois de dépenses essentielles. C'est la priorité numéro 1 des 20%. Pourquoi? Parce que c'est ce matelas qui absorbe les imprévus. Panne de voiture, chaudière. Voilà, sans ce fonds, on risque de s'endetter en urgence à des taux élevés ou de piocher dans l'épargne long terme. C'est la base. Sans ça, on construit sur du sable. C'est fondamental, oui. Et la dernière étape, Étape 5. Suivre les progrès et réévaluer régulièrement. le budget n'est pas figé. Non, la vie change, revenus, charges, projets. Donc il faut faire un point de temps en temps, mensuel au début, puis peut-être trimestriel. Pour vérifier si on est toujours dans les clous et ajuster si besoin. C'est ça. C'est un processus continu. Un ajustement permanent. Et dans cette logique de suivi, il faut garder en tête le dernier conseil clé du document. Pensez à long terme. Même si on met peu de côté au début, Oui, mettre 20% ou même 10-15% au début, ça peut sembler peu chaque mois. Mais la source rappelle la force de la régularité et des intérêts composés. les petits ruisseaux. Et discipline, c'est ça les clés du succès à long terme. Très clair. Donc, si on résume l'esprit de cette méthode 50-30-20, comme la présente LRDCP, je dirais que c'est une approche pragmatique. Elle rend la gestion de budget moins intimidante, plus accessible. Irresponsabilisant, tu disais. Oui, parce que son efficacité dépend de notre engagement, la discipline, mais aussi de notre capacité à l'adapter à notre vie. Le but final, c'est cet équilibre, la sécurité pour demain et la possibilité de vivre bien aujourd'hui. C'est parfait pour quelqu'un qui veut apprendre, qui veut comprendre ses finances sans être submergé. Un profil learner. Tout à fait. Ce n'est pas une formule magique, rigide, mais plutôt un outil pour comprendre et décider. Rien que le fait de devoir classer ses dépenses, ça peut être un déclic. Le fameux aha. Ah, c'est là que part mon argent. Ça rend le budget concret, visuel. C'est un moyen de reprendre la main, de faire des choix plus conscients, alignés avec ses objectifs, sans devenir expert comptable du jour au lendemain. C'est un premier pas très puissant vers plus d'autonomie financière. En conclusion, ce qu'on peut dire de cette exploration du 50-30-20 via le document LRDCIP, c'est que ça offre un cadre, simple, mais structurant. Et ça peut vraiment aider à améliorer sa relation à l'argent, à mieux maîtriser son budget. C'est une invitation à trouver son propre équilibre entre le présent et l'avenir. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste de réflexion, aller un peu au-delà des pourcentages bruts, on pourrait se demander comment nos grands objectifs personnels, un long voyage, acheter sa maison, viser l'indépendance financière, comment ces buts pourraient influencer non seulement les pourcentages qu'on alloue, peut-être qu'on passerait temporairement à un 40-20-40, par exemple, Oui, adapter les chiffres. mais aussi comment ça pourrait changer la manière dont on classe certaines dépenses. Cette formation chère pour booster sa carrière, était-ce un désir ou un investissement à venir des 20%? Intéressant. Ou cet abonnement sportif coûteux, est-ce un désir ou si la santé est une priorité absolue? Est-ce que ça devient en partie un besoin essentiel de bien-être? La frontière peut bouger selon les priorités profondes. Exactement. L'idée n'est pas d'avoir une réponse unique, mais de voir que cet outil peut être personnalisé encore plus finement pour aligner non seulement nos chiffres, mais aussi la philosophie de nos dépenses, avec ce qui compte vraiment pour nous. Voilà une perspective stimulante pour aller plus loin. Faire de cet outil pas juste un gestionnaire, mais un reflet de nos valeurs. C'est sur cette idée qu'on va clore notre discussion sur la méthode 50-32-20. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous.